L'hiver de 1814 se moquait bien des titres. Il glaçait le sang des ducs comme celui des mendiants. Charles Pendleton, le duc de Westford, galopait à travers le blanc aveuglant. Il cherchait désespérément la chaleur de son domaine. Il jeta à peine un regard à la femme blottie dans un banc de neige. Juste une autre victime du gel. Mais alors que son cheval passait, un éclat de laine bleu marine épaisse attira son attention. Les boutons d'argent ternis, la coupe familière et reconnaissable. C'était son manteau. Charles détestait la neige. Les poètes écrivaient sur sa pureté. Les dames de la haute société applaudissaient en la voyant à travers leurs fenêtres à double vitrage. Charles, lui, savait ce qu'elle était. Un bourreau. Il faisait 20 degrés en dessous de zéro. Le vent hurlait depuis les landes. Il charriait des plaques de glace qui semblaient être du verre pilé sur la peau. Charles gardait la tête baissée derrière le col de son grand manteau. Il faisait confiance à son étalon, Brutus, pour trouver la route. Londres était à 2 jours derrière lui. Le manoir de Westford était à moins de 5 miles. Il devait juste survivre à cette heure. La campagne n'était qu'un vide blanc. Les haies étaient ensevelies. Les arbres étaient des doigts squelettiques agrippés à un ciel gris. Puis, Brutus fit un écart. Charles grogna, resserrant sa prise sur les rênes, doucement. Le cheval fit un pas de côté. Ses sabots massifs brisèrent la croûte de neige. Charles baissa les yeux. À côté du fossé gelé, à moitié enfoui dans une congère, il y avait une forme sombre, un corps. La mâchoire de Charles se crispa. Il ne s'arrêta pas. Il était un duc, mais il n'était pas un sauveur. Les hospices de la paroisse étaient pleins de gens qui avaient renoncé face à l'hiver. S'il s'arrêtait pour chaque cadavre gelé en Angleterre, il n'arriverait jamais chez lui. Il poussa Brutus en avant. Le cheval fit un pas, puis 2. Le vent tourna, arrachant violemment la couche supérieure de neige de la masse recroquevillée. Charles s'arrêta. Il ne le voulait pas. Ses mains tirèrent simplement sur le cuir. Un coin de tissu s'était envolé du banc de neige. C'était du bleu marine, une laine épaisse et sombre de qualité militaire, lourde et chère. Alors que Charles regardait, un unique bouton d'argent capta la faible lumière grise. Il était frappé d'un chien hargneux, le blason de Westford. Charles eut le souffle coupé. Une douleur fantôme, vive et soudaine, éclata dans sa poitrine. C'était un manteau qu'il n'avait pas vu depuis 14 mois. Un manteau qu'il avait posé sur les épaules frissonnantes d'une femme, sur la terrasse d'une salle de bal de Mayfair. C'était juste avant qu'elle ne disparaisse de sa vie pour toujours. Il ne réfléchit pas. Il sauta de son cheval. La neige engloutit ses bottes jusqu'aux genoux. Il avança péniblement dans la congère, son souffle formant de violents nuages blancs. « Hey !» lança-t-il d'une voix rauque, sa voix étouffée par le vent. Il atteignit la forme. C'était une femme, recroquevillée en une boule serrée. Impossible. Le givre s'accrochait à ses cils et au bord effiloché de sa capuche. Il attrapa l'épaule du lourd manteau bleu marine et tira. Elle était raide, trop légère, la rigidité terrifiante de la chair gelée. Charles jura. Un son brut et laid. Il tomba à genoux dans la neige, sans se soucier de l'humidité qui s'infiltrait dans sa culotte. Il lui attrapa les épaules, la sortant de la congère. « Réveillez-vous, bon sang. Ouvrez les yeux. » Sa tête bascula en arrière. La capuche tomba. Charles se figea. Le vent cessa de hurler. Le froid disparut, remplacé par une chaleur soudaine et écœurante qui lui monta à la nuque. Harley. Ses joues étaient creusées, sa peau de la couleur du lait écrémé. Ses lèvres étaient gercées et teintées d'un bleu pâle horrifiant. Ce n'était pas la jeune femme radieuse et à la langue acérée qui rivalisait d'esprit avec lui dans les salons. C'était un fantôme affamé et brisé. « Harley », murmura-t-il. La colère qu'il avait nourrie pendant plus d'1 an, la fureur amère et rongeante d'avoir été abandonné devant l'autel, s'évapora. La panique prit sa place. Il retira un gant avec ses dents et pressa ses doigts nus contre sa gorge. Froid, si froid. Mais là, un pouls, faible, palpitant comme un oiseau mourant. Il la serra contre sa poitrine, se préparant à la porter jusqu'au cheval. Alors qu'il déplaçait son poids, le lourd manteau bleu marine s'ouvrit. Un son perça le vent, un cri faible et plaintif. Charles retint sa respiration. Il baissa les yeux. Entièrement caché dans le manteau trop grand, pressé contre la poitrine de Harley, pour voler le peu de chaleur corporelle qu'il lui restait, se trouvait un paquet de chiffons. Le paquet bougea.
Un minuscule visage rouge et furieux apparut des plis. Un bébé. Charles fixa l'enfant. Puis il fixa la femme qui avait brisé sa vie. Elle avait enveloppé le bébé dans son manteau. Sa protection, même en son absence. « Grand Dieu !» souffla Charles. Il n'avait pas le temps de faire le calcul. Il n'avait pas le temps pour la trahison. Il referma fermement le manteau autour du nourrisson, hissa Harley sur son épaule comme un sac de grains, et se tourna vers son cheval. Il y avait une vieille cabane de garde-chasse à 1 mille de la route principale. Charles la connaissait, car il y avait passé sa jeunesse à s'y cacher. Maintenant, c'était leur seule chance. Le manoir de Westford était trop loin. Elle serait morte avant qu'ils ne franchissent les grilles. Il ouvrit la lourde porte en chêne d'un coup de pied. Elle claqua contre le mur intérieur, avec un craquement qui fit pleuvoir un nuage de poussière des chevrons. L'intérieur était sombre, sentant la terre renfermée, les souris et la pourriture sèche. Mais c'était à l'abri du vent. Charles déposa Harley sur le lit de camp poussiéreux dans le coin. Il agissait avec une efficacité violente et terrifiante. Il ne regardait pas son visage. S'il regardait son visage, il se souviendrait. S'il se souvenait, il hésiterait. Il trouva une pile de bois sec près de l'âtre. Il l'entassa au hasard, attrapa une poignée de vieille paille et frappa son silex 1 fois, 2 fois. À la 3e tentative, une étincelle prit. Il souffla dessus jusqu'à ce que la flamme lèche le bois. La fumée s'éleva, lui piquant les yeux. « Allez !» marmonna-t-il, nourrissant le feu jusqu'à ce qu'il rugisse. Ce n'est qu'alors qu'il se retourna vers le lit. Harley n'avait pas bougé. Le bébé pleurait plus fort maintenant. Un son fin et strident de détresse absolue. Charles s'agenouilla près du lit. Ses mains tremblaient. Louis, le duc de Westford, qui avait froidement négocié des traités fonciers et affronté des pistolets à l'aube, tremblait. Il tendit la main vers le bébé. Il dut écarter les bras de Harley. Même inconsciente, même mourante, ses muscles s'étaient verrouillés dans une étreinte mortelle autour de l'enfant. « Lâche-les, B » murmura-t-il, le vieux surnom s'échappant comme le sang d'une coupure fraîche. « Je l'ai. » Ses bras cédèrent enfin. Charles souleva l'enfant. C'était un garçon, petit, trop petit, peut-être âgé de 4 mois. Le garçon frissonnait violemment, ses petits poings serrés. Charles retira son propre grand manteau, le posa près de l'âtre et y déposa le bébé, enroulant la laine épaisse autour du petit corps. La chaleur du feu atteignit immédiatement l'enfant, et les pleurs se calmèrent lentement en hoquets épuisés. Charles tourna son attention vers Harley. Elle était en train de mourir. Il savait ce que le gel faisait à un corps. Le sang se retirait vers le cœur. Les membres mouraient en premier. Il lui retira le manteau bleu marine, son manteau. En dessous, sa robe était une parodie de tissu, un coton fin et rapiécé, digne d'une soubrette, pas de la fille d'un conte. L'ourlet était trempé. Il devait le lui enlever. Charles déglutit difficilement. Il déboutonna la robe en ruine, ses doigts effleurant sa peau glacée. Il la déshabilla jusqu'à sa chemise, ignorant la saillie de ses clavicules et le creux de ses côtes. Il sortit une lourde couverture de laine, mitée d'un vieux coffre dans le coin, et l'enveloppa fermement dedans. Il traîna le lit de camp plus près du feu, assez près pour sentir la chaleur lui brûler la peau. Puis, il attendit. Le silence de la cabane était oppressant, rompu seulement par le crépitement des flammes et la respiration douce et superficielle de la femme et de l'enfant. Charles s'assit sur un tabouret à 3 pieds, les coudes sur les genoux, la fixant. 14 mois. Il y a 14 mois, les invitations étaient envoyées. Les fleurs étaient commandées. Il lui avait acheté une bague avec un diamant de la taille d'un gland. Et puis, 3 jours avant le mariage, il s'était rendu à sa maison de ville. Vide. Pas de mots, pas d'explication. Juste une maison vide et une rumeur dans la société selon laquelle Harley Linfield s'était enfui avec un débiteur sans nom pour échapper à la ruine de son père. Charles avait retourné Londres. Puis, il avait cessé de chercher. Il avait reconstruit les murs autour de son cœur avec un mortier fait de fierté et de dépit. Et maintenant, la voilà, déposée à ses pieds par une tempête d'hiver. Harley remua. Charles devint complètement immobile. Son front se plissa. Un faible gémissement s'échappa de ses lèvres gercées. Ses paupières papillonnèrent, luttant contre le poids de l'épuisement. Lentement, péniblement, elle ouvrit les yeux. Ils étaient noisettes. Charles s'en souvenait. Ils ressemblaient à des feuilles d'automne écrasées. En ce moment, ils étaient vitreux et vides.
Elle fixa le plafond, puis le feu. Puis elle haleta. C'était un son horrible et rauque. Ses mains volèrent vers sa poitrine, agrippant la couverture. Mon bébé. Sa voix était du verre brisé. Elle essaya de s'asseoir, mais ses muscles la lâchèrent. Elle s'effondra sur le lit, la panique montant dans sa poitrine. Philippe, où? Il est là. La voix venait de l'ombre. Harley se figea. Lentement, elle tourna la tête. Charles était assis dans la pénombre, les flammes projetant de longues ombres dures sur sa mâchoire carrée et ses yeux sombres et impénétrables. Il ne bougeait pas. Il ressemblait à une sculpture d'un dieu vengeur. Harley cessa de respirer. Elle ferma les yeux, sa tête retombant sur le matelas. « Je suis morte », murmura-t-elle. « Le froid m'a eu. C'est l'enfer. »« Pas l'enfer, Harley, » dit Charles doucement. Il se leva. C'était un homme grand, aux épaules larges et imposants. Il se dirigea vers le feu et ramassa le paquet de laine. Il revint vers le lit et lui tendit le bébé, juste le Yorkshire. Harley ne le regarda pas. Elle arracha le bébé de ses mains avec une férocité qui le surprit. Elle enfouit son visage dans les cheveux clairsemés du nourrisson, ses épaules secouées par des sanglots secs et déchirants. Elle vérifia ses doigts, ses orteils, son visage, se convainquant qu'il était vivant. Charles la regardait. Il sentit une torsion écœurante de jalousie. Pas pour l'enfant, mais pour l'amour féroce et absolu qu'elle lui portait. Un amour qu'elle avait autrefois promis à Charles. « Vous avez l'air terrible, dit-il. » Les mots étaient cruels, destinés à établir une distance, à se protéger. Harley leva enfin les yeux vers lui. La peur avait disparu, remplacée par un épuisement profond et défensif. « Vous avez toujours été un flatteur, votre grâce. » Charles tressaillit. « Votre grâce, pas Charles. »« De qui est-il » demanda-t-il. La question lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Brute, saignante. Harley resserra son étreinte sur l'enfant. Elle détourna le regard, fixant les flammes. « Le mien, je vois bien. Qui est le père? Ça n'a pas d'importance. » Charles fit un pas en avant, son tempérament s'enflammant. L'armure cynique qu'il portait si bien se fissura en deux. « Ça n'a pas d'importance? Vous avez disparu 3 jours avant notre mariage. Vous m'avez soumis à la pitié de toute la pairie. Vous avez ruiné votre propre nom. 14 mois plus tard, je vous sors d'un banc de neige avec un enfant bâtard enveloppé dans mon manteau. Je pense que ça a de l'importance, Harley. » Elle le regarda de nouveau. Ses yeux étaient creux, mais il y avait une étincelle du vieux feu rebelle en eux. « Vous pensez être la victime ici, Charles? Vous pensez que mon départ vous concernait? N'était-ce pas le cas? »« Je suis partie pour survivre, » cria-t-elle, l'effort provoquant une violente quinte de toux. Elle se plia en deux, serrant le bébé contre sa poitrine. Charles s'avança instantanément, tendant instinctivement la main vers elle. « Ne me touchez pas » siffla-t-elle, reculant contre le mur de la cabane. « Non !» Charles laissa tomber sa main. Il recula. Le silence revint, lourd et suffocant. Le feu se consuma en braise orangée. La chaleur dans la petite cabane avait finalement pénétré le froid humide, rendant l'air épais et étouffant. Harley avait cessé de frissonner. Le bébé, Philippe, dormait profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. Harley était assise, adossée au mur de rondins rugueux, la couverture de laine remontée jusqu'au menton. Elle observait Charles. Il avait enlevé son gilet et retroussé ses manches. Il nourrissait le feu avec une précision mécanique. Il paraissait plus âgé, plus dur. Les rides du rire qu'elle traçait autrefois du bout des doigts avaient disparu, remplacées par de profonds sillons amers autour de sa bouche. « Je ne pensais pas vous revoir un jour », dit-elle doucement. La colère s'était consumée, ne laissant qu'une fatigue immense et vide. Charles ne se retourna pas. Il jeta un morceau de pain dans les flammes. « Je m'en suis assuré. J'ai donné l'ordre à mes avocats de brûler toutes les lettres venant de vous. » Harley laissa échapper un rire sec et sans humour. « Je n'en ai écrit aucune. » Cela le fit se tourner vers elle. Ses yeux étaient sombres, capturant la lumière du feu. « Pourquoi? Parce que vous ne m'auriez pas cru. » Charles se leva. Il se dirigea vers l'unique fenêtre poussiéreuse et regarda le blanc hurlant. « Essayez-moi. » Harley baissa les yeux sur ses mains. Elles étaient à vif, les jointures fendues et saignantes. Des mains qui jouaient autrefois du pianoforte chez Almack. « Mon père » commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Il n'a pas seulement perdu notre argent aux tables de jeu, Charles. Il a perdu de l'argent qui ne lui appartenait pas, de l'argent qui appartenait à Lord Harrington. » Charles se retourna. « Harrington?
Cet homme était un seigneur du vice. Il trempait dans le transport maritime illicite, les tripots, et pire encore. C'était un monstre vêtu d'un manteau de velours. Harrington, pourquoi diable votre père traitait-il avec lui? Parce que Harrington avait promis de doubler son investissement. Au lieu de ça, il a tout pris. Et puis, il a exigé le paiement de la dette. Harley déglutit difficilement. 30 000 livres. Le visage de Charles devint pâle. 30 000. Mon père ne pouvait pas payer. Alors Harrington a proposé un échange. Elle leva les yeux, croisant directement le regard de Charles. Ses yeux brillaient de larmes non versées. Moi. Charles cessa de respirer. Le sol sous ses pieds sembla basculer. Non. Oui. Harrington voulait une jeune et jolie épouse avec un titre pour le légitimer dans la société. Il a dit à mon père que si je ne l'épousais pas, il enverrait mon père à la prison de Fleet et qu'ensuite il ruinerait mes sœurs. Il a promis de traîner ma famille dans la boue jusqu'à ce que nous mourions de faim. « Vous alliez m'épouser, » dit Charles, sa voix dangereusement basse. « J'aurais pu payer la dette. J'aurais pu écraser Harrington. »« Vous ne comprenez pas, » plaida Harley, s'agrippant à la couverture. Harrington le savait. Il est venu me voir le soir du bal, le soir où vous m'avez donné ce manteau. Il m'a coincé dans les jardins. Il m'a dit que si j'allais vous voir, si je vous laissais payer la dette, il vous tuerait. Charles la fixa. Vous pensez que j'ai peur de Harrington? Non, je sais que non. Je sais que vous l'auriez défié. Vous l'auriez combattu. Une larme coula enfin, traçant une ligne nette sur sa joue tachée de suie. Mais il ne se battait pas à la loyale, Charles. Il m'a dit qu'il vous mettrait une balle dans le dos dans une ruelle sombre. Il a dit qu'il empoisonnerait vos chiens et brûlerait le manoir de Westford jusqu'aux fondations avec vous à l'intérieur. Je l'ai regardé dans les yeux, Charles. Et j'ai su qu'il ne mentait pas. Le silence dans la cabane était assourdissant. Charles avait l'impression d'avoir reçu un coup de sabot de son cheval en pleine poitrine. « Alors vous êtes parti ?» lança Charles d'une voix rauque. « Je suis parti. J'ai rencontré les hommes de Harrington cette nuit-là. Je me suis livré à lui pour effacer la dette. » Charles regarda le bébé, le visage endormi et innocent. Le calcul qu'il avait refusé de faire plus tôt le frappa soudain avec une clarté brutale. 14 mois. L'enfant avait 4 mois. Le garçon, dit Charles, la voix brisée. Il est de Harrington. Harley ferma les yeux. Oui. Charles se détourna. Il agrippa le bord du manteau de la cheminée en pierre, ses jointures devenant blanches. Il se sentit physiquement malade. La femme qu'il aimait, la seule femme qu'il ait jamais aimée, s'était vendue à un monstre pour lui sauver la vie. Et la preuve de son tourment dormait doucement sur le lit. « Où est-il » demanda Charles. La question était douce, mais elle portait un poids létal et terrifiant. « Où est Harrington ?»« Mort » dit Harley sèchement. Charles regarda par-dessus son épaule. Il a été éjecté de sa voiture il y a 6 mois. Il s'est brisé le cou. Il n'y avait aucun chagrin dans sa voix, seulement un fait froid et dur. Ses créanciers se sont immédiatement jetés sur lui. Ils ont tout pris. La maison, les vêtements, les meubles. Ils m'ont jeté à la rue. Je n'avais plus rien, sauf Philippe. Et votre manteau. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir alors? Exégea Charles, se tournant complètement vers elle. Pourquoi avez-vous choisi de mourir de faim dans la neige plutôt que de frapper à ma porte? Harley le regarda vraiment. Elle vit la richesse, le pouvoir, la fierté intacte. Parce que je suis ruiné, Charles. Je suis la veuve sans le sou d'un criminel, tenant un enfant bâtard qui porte son sang, et vous êtes le duc de Westford. Vous aimiez une fille qui sentait la lavande et riait de vos blagues. Cette fille est morte il y a 14 mois. Elle serra le bébé plus fort. Je ne voulais pas que vous me regardiez comme vous me regardez en ce moment. Charles resta figé. Il réalisa ce que son visage devait montrer. L'horreur, la pitié, la rage. Il regarda le manteau posé sur le sol, la lourde laine bleu marine. Il s'approcha et le ramassa. Il épousseta les revers. « Je vous ai donné ce manteau, » dit Charles doucement, « parce que vous frissonniez. Je vous ai dit qu'il vous garderait en sécurité jusqu'à ce que je puisse vous mettre à l'abri. » Harley détourna le regard. « Il nous a gardés en vie. C'est la seule raison pour laquelle Philippe n'a pas gelé. » Charles s'avança vers le lit. Il ne s'arrêta que lorsque ses genoux heurtèrent le matelas. Il tendit la main. Harley tressaillit, mais Charles ne la toucha pas. Il remonta doucement la couverture sur ses épaules. Puis, il s'assit sur le bord du lit. « Vous avez tort, » dit Charles. Sa voix n'était plus dure. Elle était épuisée, dépouillée de toute prétention et de toute fierté. « Je me fiche de la fille qui sentait la lavande.
Je me soucie de la femme qui a été assez courageuse pour entrer en enfer pour me sauver la vie. Harley laissa échapper un souffle brisé, sa poitrine se soulevant. Charles, il tendit la main, lentement, prudemment, et posa sa grande main chaude sur le côté de la tête du bébé. L'enfant était chaud, en sécurité. Il n'est pas de Harrington, dit Charles, ses yeux se fixant sur les siens avec une intensité féroce et terrifiante. Harrington est mort. Il n'a aucun droit sur les vivants. Ce garçon est à vous. Le pouce de Charles caressa doucement la joue du bébé. Et vous êtes à moi, si vous voulez encore de moi. Harley le fixa. Les murs qu'elle avait construits pour survivre au bas-fond, à la faim, au froid sans fin, se fissurèrent. Elle se pencha en avant, enfouissant son visage contre la poitrine de Charles, juste au-dessus de son cœur, et enfin, vraiment, elle pleura. Charles l'enlaça, elle et l'enfant, enfouissant son visage dans ses cheveux emmêlés et tachés de suie. La tempête d'hiver faisait rage dehors, ensevelissant le monde sous la glace, mais à l'intérieur de la cabane, le gel se brisa enfin. Le vent se calma, juste avant l'aube. La terre ne se réchauffa pas, mais les rafales hurlantes et mortelles se turent, laissant place à un calme lourd et suffocant. Charles n'attendit pas le soleil. Il enveloppa Harley dans toutes les couvertures de la cabane, emmitoufla Philippe contre sa propre poitrine, sous son gilet sec et son pardessus, et porta Harley jusqu'au cheval. Brutus était agité, frappant du sabot dans les profondes congères. Charles la hissa en selle, montant derrière elle, la tirant contre sa poitrine pour partager la chaleur de son corps. Le trajet jusqu'au manoir de Westford dura 1 heure. Cela sembla une éternité. Harley perdait et reprenait connaissance, sa tête reposant contre sa clavicule, sa respiration dangereusement faible. Chaque fois qu'elle restait immobile trop longtemps, Charles lui secouait l'épaule. « Reste éveillé, bon sang, Bee. Reste avec moi. » Elle murmurait quelque chose d'incohérent, et le cycle terrifiant recommençait. Lorsque les grilles en fer forgé du manoir de Westford se matérialisèrent enfin dans la brume matinale, Charles sentit une tension physique se relâcher dans sa poitrine. Il remonta directement l'allée de gravier manucuré et enneigée et s'arrêta devant les massives portes d'entrée en chêne. « Finch !» rugit Charles, sa voix brisant le silence glacial du domaine. Il fallut moins de 30 secondes. Les lourdes portes s'ouvrirent, déversant la lumière dorée des bougies sur la neige. Monsieur Finch, le majordome, se tenait sur le seuil. Son sang-froid impeccable vacilla une fraction de seconde à la vue de son maître, à moitié gelé et criant depuis son cheval. « Votre grâce, » dit Finch, sortant déjà dans le froid mordant, 2 valets de pied apparaissant derrière lui. « Allez chercher Madame Croft. Dites-lui de chauffer la suite principale, de l'eau bouillante, des briques pour le lit, et envoyez un cavalier chercher le docteur Lewis immédiatement, » ordonna Charles. Il glissa de Brutus, ses jambes hurlant de protestation après des heures d'immobilité glaciale. Il tendit les bras et tira doucement Harley dans ses bras. Finch fixa le paquet de haillons et la femme aux joues creuses qui en émergeait. Il ne posa pas de questions. Un bon majordome n'en pose jamais. Tout de suite, votre grâce. Charles la porta à l'intérieur. Le contraste était physiquement saisissant. Dehors, c'était la mort. À l'intérieur, une fournaise de richesse. Le manoir sentait la cire d'abeille, la fumée de bois et les oranges de serre. Le grand hall d'entrée avec son escalier en acajou et ses sols en marbre semblait se moquer de la femme sale et trempée dans ses bras. Madame Croft, la gouvernante, descendait déjà les escaliers en hâte, nouant un tablier blanc impeccable sur sa robe de chambre sombre. Elle jeta un coup d'œil à Charles, puis à Harley, et son visage blêmi. Elle était à Westford depuis 20 ans. Elle savait exactement qui Charles tenait dans ses bras. « Mère de Dieu !» murmura Madame Croft. « Elle est affamée et à moitié gelée, » dit Charles, sa voix sèche et totalement dépourvue de son habituel ton aristocratique. « Et il y a un enfant. » Il déboutonna son pardessus, révélant le petit paquet de laine bleue attaché à sa poitrine. Philippe était réveillé, fixant le grand lustre au-dessus de lui avec de grands yeux silencieux. L'instinct maternel de Madame Croft l'emporta sur son choc. « Donnez-moi le garçon, votre grâce. Je vais faire préparer du lait chaud et de l'eau par la cuisine. Nous avons une servante, Sarah, qui vient de sevrer le sien. Elle pourra le nourrir si besoin. » Charles hocha la tête, transférant délicatement le nourrisson. Ses mains s'attardèrent une seconde sur la laine. « Ne le perdez pas de vue, Madame Croft. S'il lui arrive quoi que ce soit, je brûlerai cette maison jusqu'aux fondations. » Ce n'était pas une menace.
C'était une simple et terrifiante déclaration de fait. Madame Croft déglutit difficilement et hocha la tête. Charles monta les escaliers 4 à 4. Il ignora complètement les ailes des invités et ouvrit d'un coup de pied la porte de ses propres appartements. Un feu rugissait déjà dans l'âtre. 2 servantes glissaient frénétiquement des chauffe-lits en laiton entre les lourds draps de soie du lit à baldaquin. « Dehors !» aboya Charles. Les servantes lâchèrent leurs outils et se dispersèrent. Charles déposa doucement Harley sur le lit, indifférent à la boue et à la neige qui tachaient le couvre-lit blanc. Il lui retira ses bottes trempées et l'enveloppa dans une de ses propres chemises de nuit en lin, refusant que quiconque la voie dans un état aussi vulnérable. Elle frissonna violemment alors que la chaleur revenait, gémissant de douleur dans ses mains et ses pieds gelés. « Je sais, » murmura Charles. « Ça fait mal parce que tu es vivante. » Il la borda de lourdes couettes, scellant chaque parcelle de chaleur précieuse. Les yeux de Harley s'ouvrirent. Elle fixa d'un air absent le baldaquin en chêne sombre au-dessus d'elle. Sa respiration se bloqua. « Philippe !» lança-t-elle d'une voix rauque, tentant de repousser les couvertures. La panique fit instantanément grimper son rythme cardiaque. « Où est-il »« Harrington va... » Charles attrapa ses poignets, la repoussant fermement mais doucement dans les oreillers. « Harrington est mort. Vous êtes à Westford. Le garçon est en bas avec Madame Croft. Il mange, il a chaud. Il est en sécurité. » Harley le fixa d'un air affolé. Sa poitrine se soulevait sous la chemise de lin. Lentement, la splendeur de la pièce se précisa. Les riches tapisseries, les lourds candélabres en argent, l'odeur familière de bois de santal et de rhum qui s'accrochait toujours à Charles. La combativité la quitta. Elle ferma les yeux, tournant son visage dans l'oreiller. « Vous n'auriez pas dû m'amener ici. Où d'autre vous aurais-je emmené ?»« N'importe où, » murmura-t-elle, une larme glissant sur son nez. « La paroisse. Un couvent. Charles, regardez-moi. Regardez ce que je suis. » Charles s'assit sur le bord du lit. Il tendit la main et écarta une mèche de cheveux emmêlés et humides de son front. « Je vous regarde. Vous êtes Harley. Je suis une ruine. Alors je vivrai dans les ruines, » dit-il doucement. Il n'offrit pas de promesses fleuries. Il ne lui dit pas que tout redeviendrait magiquement comme avant. Ils savaient tous les deux que le monde ne fonctionnait pas comme ça. La société était une meute de loups. Quand il découvrirait que le duc de Westford abritait la veuve d'un seigneur du crime, le scandale serait absolu. Mais alors que Charles était assis là, regardant l'épuisement l'entraîner enfin dans un profond sommeil réparateur, il réalisa quelque chose de profond. Il se fichait éperdument de la société. Il fallut 3 jours pour que la fièvre tombe. Le docteur Lewis, un médecin pragmatique aux cheveux gris qui connaissait Charles depuis l'enfance, ne mâcha pas ces mots. « Elle est affamée, votre grâce. Son corps a consumé ses propres réserves pour nourrir l'enfant. Le froid n'a été que le coup de grâce. Si elle survit à l'inflammation de ses poumons, ce sera un miracle de sa propre obstination, pas de ma médecine. » Charles n'avait pas quitté la chambre. Il prenait ses repas dans le fauteuil près du feu. Il lisait sa correspondance à la lueur d'une seule bougie pour ne pas la réveiller. Quand elle toussait, un son profond et rauque qui lui retournait l'estomac, il la soutenait et pressait une tasse d'infusion d'écorce de saule sur ses lèvres gercées. L'après-midi du 4e jour, le pâle soleil d'hiver perça enfin la lourde couverture nuageuse, projetant de longs rayons poussiéreux sur le parquet d'acajou. Harley ouvrit les yeux. Le poids lourd et suffocant dans sa poitrine avait disparu. La brûlure atroce dans ses doigts et ses orteils s'était estompée en une douleur sourde et supportable. Elle tourna la tête. Charles dormait dans le fauteuil. Sa cravate était jetée, son col ouvert, révélant la colonne forte de sa gorge. Sa mâchoire était couverte d'une barbe naissante, et des cernes sombres marquaient la peau sous ses yeux. Il avait l'air épuisé. Il avait l'air humain. Harley essaya de s'asseoir. Le bruissement des draps de soie fut assourdissant dans la pièce silencieuse. Les yeux de Charles s'ouvrirent d'un coup. Les instincts d'un homme qui avait passé 3 jours à attendre la mort étaient immédiats. Il fut hors du fauteuil et à ses côtés, avant qu'elle ne puisse se redresser complètement sur ses coudes. « Ne bougez pas, » dit-il, sa voix rauque de sommeil. Il attrapa un oreiller supplémentaire et le glissa derrière son dos. « Je ne suis pas en verre, » murmura-t-elle. Sa voix était éraillée, mais plus forte qu'elle ne l'avait été dans la cabane. Charles versa un verre d'eau de la carafe de chevet et le porta à sa bouche. « Le docteur Lewis n'est pas d'accord. Buvez. » Elle but. L'eau était fraîche et douce.
Quand elle eut fini, elle se pencha en arrière contre les oreillers. Elle le regarda vraiment pour la première fois depuis la cabane. « Vous avez l'air terrible, votre grâce », dit-elle doucement, lui renvoyant ses propres mots. Un coin de la bouche de Charles se releva. C'était un fantôme de sourire, mais il transforma son visage, effaçant des années d'amertume. « Vous êtes dans mon lit, Harley. Je pense que nous pouvons nous passer de votre grâce. » Une rougeur monta à ses joues pâles. Elle baissa les yeux sur ses mains. Les coupures profondes sur ses jointures guérissaient, scellées par une pommade jaune. Où est Philippe? Endormi dans la nursery. Sarah l'a nourri. Il mange comme un chien affamé. Il a déjà pris du poids. Charles fit une pause. Il a vos yeux. Harley ravala la boule dans sa gorge. Il a le tempérament de Harrington. Il crie quand il n'obtient pas ce qu'il veut immédiatement. Tant mieux, dit Charles sèchement. Il devra être bruyant s'il veut survivre dans ce monde. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Ce n'était pas le silence hostile de la cabane, mais il était épais de non-dits. La réalité de leur situation était une présence physique dans la pièce, juste à côté du lit. « Que se passe-t-il maintenant, Charles » demanda Harley. Elle gardait les yeux sur ses mains. « Je ne peux pas rester ici. Une fois la route dégagée, les gens parleront. S'il se sait que je suis ici, c'est déjà su. » La tête de Harley se releva d'un coup. Charles se dirigea vers la petite table près de la fenêtre et prit un coupe-papier en argent, le tournant dans ses mains. Les domestiques parlent. Le docteur parle. Il y a déjà 3 lettres sur mon bureau de connaissances londoniennes, s'enquérant délicatement si la rumeur selon laquelle j'héberge la veuve d'un criminel est vraie. La panique, froide et vive, perça la poitrine de Harley. « Vous devez me laisser partir. Donnez-moi une voiture et quelques livres. J'irai en Écosse. Je changerai de nom. Je ne les laisserai pas vous entraîner dans ma chute. Non. Charles, vous ne comprenez pas. J'ai dit non. » Charles jeta le coupe-papier sur la table avec un claquement sec. Il se tourna vers elle, les yeux flamboyants d'un feu possessif féroce. « Vous m'avez fui une fois pour sauver ma réputation et ma vie. Vous ne le ferez pas à nouveau. Ils vous ruineront, » s'écria-t-elle en agrippant les draps. « Ils vous ignoreront dans la rue. Vos pères refuseront de siéger avec vous à la Chambre des Lords. Vous serez un paria. Qu'ils le fassent. » Charles traversa la pièce en 3 longues enjambées. Il s'arrêta à côté du lit, la dominant, une silhouette sombre contre la lumière de l'hiver. « Pensez-vous que je me soucie du Parlement? Pensez-vous que je me soucie des invitations chez Almack ou des murmures des comtesses ennuyées? J'ai passé les 14 derniers mois dans un enfer poli et bien meublé. J'ai assisté à leurs bals, j'ai bu leur vin, et je n'ai absolument rien ressenti. » Il se pencha, plaçant une main de chaque côté de ses épaules, la piégeant doucement contre les oreillers. « Je suis le duc de Westford, dit-il, sa voix tombant dans un registre bas et dangereux. Je possède la moitié du Yorkshire. Je contrôle 3 sièges au Parlement. J'ai assez d'argent pour acheter et vendre la réputation de chaque homme à Londres qui osera vous regarder de travers. S'ils veulent m'ignorer, qu'ils essaient. Ils trouveront ma peau bien plus épaisse que la leur. » Harley le regarda, le souffle coupé. La force de sa volonté était enivrante. Mais le cynisme qu'elle avait appris dans les rues de Londres se rebella. « Et Philippe » murmura-t-elle. « Il est le fils de l'homme qui m'a fait chanter, l'homme qui a menacé de vous tuer. Chaque fois que vous le regarderez, vous verrez Harrington. Vous verrez ma honte. » Charles la regarda pendant un long moment silencieux. Puis, il tendit la main et lui prit doucement le visage. Son pouce effleura sa pommette. « Quand je le regarde, dit Charles doucement, je vois un garçon qui a survécu à un blizzard enveloppé dans mon manteau. C'est un survivant, Harley, tout comme sa mère. Je l'adopterai. Il portera le nom de Pendleton. Il ne connaîtra jamais le nom de Harrington. Je l'élèverai comme le mien. Et si quelqu'un remet en question son sang, il devra répondre à mon pistolet. » Harley craqua. L'armure cynique qu'elle avait portée pour survivre au bas-fond se brisa et tomba, la laissant entièrement exposée. Elle tendit la main, attrapa les revers de la chemise de Charles et le tira vers elle. Charles n'hésita pas. Il la prit dans ses bras, la tirant doucement contre sa poitrine. Il enfouit son visage dans le creux de son cou, inhalant l'odeur de sa peau, propre de suie, et sentant légèrement le savon à la lavande que Madame Croft avait utilisé. « Tu n'as plus à te battre, Bee, » murmura-t-il dans ses cheveux. « La guerre est finie. Tu es à la maison. » Elle s'accrocha à lui, pleurant doucement dans sa chemise. Pour la première fois en 14 mois, Harley Linfield était entièrement au chaud.
La neige commença à fondre 3 semaines plus tard. Les routes passèrent de congères blanches infranchissables à une boue brune épaisse et collante. Et avec la boue vinrent les voitures. Harley vit arriver la voiture de Lord Richard Danforth et se glissa rapidement derrière le rideau de velours, ne voulant pas être vue. Derrière elle, le bébé Philip laissa échapper un rot satisfait, tandis que Sarah, la nourrice, souriait à son visage rose et en bonne santé. Autrefois faible de faim, il prospérait maintenant. « C'est un battant, celui-là, madame, » dit Sarah chaleureusement, inconsciente de la peur qui serrait la poitrine de Harley. « Oui, » murmura Harley. Elle laissa le rideau retomber. Il le fallait bien. En bas, les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Harley entendit l'échange bref et sec de voix masculines dans le hall, suivi du bruit sourd de bottes se dirigeant vers le bureau de Charles. Le manoir devint étrangement silencieux. Même les domestiques semblaient marcher plus légèrement, sentant l'intrusion du monde extérieur. Dans le bureau, Charles n'offrit pas à boire à Danforth. Il resta debout derrière son immense bureau en acajou, les mains posées à plat sur la surface en cuir. Danforth se tenait près du feu, retirant ses gants de conduite. C'était un homme mince, aux traits fins, qui traitait la politique comme un sport de sang. « Les routes sont atroces, Charles, » dit Danforth, jetant ses gants sur une table d'appoint. « J'ai perdu une roue juste après York, mais j'ai jugé impératif de venir. Laisse les plaisanteries, Richard. Pourquoi es-tu ici ?» Danforth soupira. Il abandonna son ton aristocratique et regarda son ami avec une réelle inquiétude. « Les rumeurs sont comme la pourriture, Charles. Une fois qu'elles s'installent dans le plancher, il faut brûler la maison pour s'en débarrasser. Les clubs de St. James parlent. Ils disent que tu as sorti la veuve de Harrington d'un banc de neige et que tu l'as installée dans ta suite principale. Ils sont parfaitement exacts. » Danforth tressaillit. Il avait espéré un démenti, un rire, n'importe quoi sauf le regard froid et plat que Charles lui lançait. « Grand Dieu, mon ami, as-tu la moindre idée de ce que cela signifie? Cette femme était mariée à un seigneur du vice. Harrington dirigeait pratiquement les bas-fonds. C'était un maître chanteur et un proxénète. C'était un homme mort à la seconde où il l'a touché, » dit Charles. La température dans la pièce sembla chuter. Il s'agissait simplement de savoir qui l'atteindrait en premier. Les pavés m'ont devancé. « Quoi qu'il en soit, elle porte son odeur, » argumenta Danforth en s'approchant. « Prends-la comme maîtresse. Installe-la dans une maison de ville à Mayfair. Personne ne sourcillera. C'est attendu. Mais ils disent que tu as l'intention de reconnaître l'enfant. Ils disent que tu as l'intention de l'épouser. »« C'est mon intention. » Danforth le fixa, horrifié. « Tu ne peux pas être sérieux. Charles, tu es le duc de Westford. Tu sièges au conseil privé. Si tu légitimes le bâtard d'un criminel, il n'est pas un bâtard, » l'interrompit Charles, sa voix tranchant l'air comme un fouet. « Il sera mon pupille légal, et bientôt, mon fils. Le Perry ne l'acceptera pas. Ils te mettront à l'écart. Tes projets de loi au Parlement mourront sur le parquet. Tes invitations cesseront. Ils t'ignoreront dans la rue, Charles, et ils la mettront en pièces. Tu penses que les dames de la société sont polies? Ce sont des vautours. » Charles bougea enfin. Il contourna le bureau, ses bottes lourdes sur le tapis perçant. Il s'arrêta à quelques centimètres de Danforth. Il était plus grand, plus large, et vibrait d'une violence létale et contenue. « Qu'ils essaient, » dit Charles doucement. « Je veux qu'ils essaient. Le premier homme qui m'ignorera dans la rue verra son prêt bancaire soudainement réclamé. Le premier lord qui bloquera ma législation verra ses manifestes de transport audités par la couronne. La première femme qui insultera ma femme verra les dettes de jeu de son mari publiées dans le Times. » Danforth déglutit difficilement. Il vit le regard dans les yeux de Charles. Ce n'était pas le regard d'un politicien, c'était le regard d'un seigneur de guerre. « Tu vas brûler ton propre royaume pour une femme ruinée, » murmura Danforth. « Je vais brûler leur royaume, » corrigea Charles, « et j'en construirai un nouveau sur les cendres. Maintenant sors de ma maison, Richard, et quand tu retourneras à St. James, dis-leur exactement ce que j'ai dit. » Danforth ne discuta pas. Il ramassa ses gants, fit une révérence raide et formelle, et partit. Quand les portes d'entrée se refermèrent enfin, Charles ferma les yeux, pinçant l'arête de son nez. Un mal de tête sourd pulsait derrière ses tempes. Il entendit le bruissement de la soie. Il ouvrit les yeux. Harley se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau. Elle portait une robe vert foncé que Madame Croft avait retouchée pour elle. Elle était un peu ample sur sa silhouette encore convalescente, mais la couleur faisait ressortir le noisette de ses yeux. Elle était pâle.
Elle avait tout entendu. « Ils ont raison, tu sais, dit-elle doucement. Elle entra dans la pièce, s'arrêtant près du feu. « Je sais comment ces gens fonctionnent, Charles. J'ai grandi avec eux. Ils ne te pardonneront pas cela. » Charles s'appuya contre le bord de son bureau. « Je n'ai pas besoin de leur pardon. Tu as besoin de leur coopération. Tu as travaillé toute ta vie pour bâtir ton influence. Tu as fait passer les réformes du travail l'année dernière. Tu essayais de construire les orphelinats dans l'East End. S'ils te mettent à l'écart, tout cela meurt. » Elle le regarda, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. « Je ne te laisserai pas détruire ta vie pour moi. C'est ma vie à détruire. »« Non !» Elle frappa sa main contre le manteau de la cheminée. La violence soudaine de son geste les surprit tous les deux. Elle respirait fort, la lumière du feu captant l'éclat féroce et désespéré de ses yeux. « Ce n'est pas le cas, car si tu perds tout, ils me blâmeront et je me blâmerai moi-même. J'ai passé 14 mois en enfer, Charles. J'ai survécu au bas-fond. J'ai survécu au froid. Mais je ne survivrai pas en te regardant devenir un paria à cause de mes erreurs. » Charles la fixa. La colère le quitta, remplacée par une profonde et douloureuse tendresse. Il traversa la pièce et prit sa main, celle qu'elle avait frappée contre la pierre. Il passa son pouce sur les faibles cicatrices roses de ses jointures. « Ton erreur ?» demanda-t-il doucement. « Ton erreur a été de m'aimer assez pour vendre ton âme à un monstre. Mon erreur a été de ne pas démolir Londres brique par brique pour te trouver. » Il leva sa main et la pressa contre ses lèvres. « Je ne fais pas ça pour être un martyr, Harley. Je le fais parce que le pouvoir, l'influence, les titres sont absolument dénués de sens sans toi. Je suis resté assis dans ce bureau pendant 1 an, tenant le monde entre mes mains, et je n'ai ressenti que des cendres. Je me fiche qu'ils nous ferment les portes de Mayfair. Je me fiche que nous n'assistions plus jamais à un bal. Nous avons Westford, nous avons Philip. » Il laissa tomber sa main et encadra son visage, la forçant à le regarder dans les yeux. « Je ne te laisserai plus partir. Tu me comprends? Même si je dois combattre chaque lord en Angleterre, je te garde. » Harley laissa échapper un souffle rauque. La combativité la quitta. Elle appuya son front contre sa poitrine, ses mains s'agrippant à son gilet. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord. » 2 jours plus tard, M. Reginald Hayes, l'avocat du duc, arriva de Londres. C'était un petit homme rond avec un strabisme permanent et une mallette qui semblait plus lourde que lui. Il s'assit à la table de la salle à manger, ses lunettes perchées sur le bout de son nez, entouré de piles de parchemins épais. Charles s'assit en face de lui. Harley s'assit à la droite de Charles. « L'adoption d'un pupille est assez simple, votre grâce, » dit Hayes, sa plume grattant furieusement le papier. « Mais changer légalement le nom de famille du garçon en Pendleton avant la finalisation du mariage, c'est très irrégulier. Les tribunaux ecclésiastiques poseront des questions. »« Qu'ils les posent, » répondit Charles en se servant un verre de Porto. « Je leur répondrai par un don substantiel à l'archevêque. Rédigez simplement le document, Hayes. » Hayes déglutit, sa pomme d'Adam oscillant. « Et la question de l'héritage. En tant que pupille, le garçon ne peut pas hériter du duché. Cela doit passer à un héritier de sang légitime. » Harley tressaillit. C'était une vérité qu'elle connaissait, mais l'entendre prononcer à voix haute par un homme en redingote noire poussiéreuse la rendait brutalement réelle. Philippe serait toujours un étranger aux yeux de la loi. La main de Charles se glissa sous la table, trouvant le genou de Harley et le serrant fermement. « Je suis au courant des lois de succession, Hayes, » dit Charles, son ton désinvolte mais porteur d'un avertissement. « Le titre passera comme la couronne le dicte, mais ma fortune privée, les domaines non grevés, la compagnie maritime, les propriétés londoniennes, le capital liquide, je peux les léguer à qui bon me semble. » Hayes cessa d'écrire. Il leva les yeux écarquillés. « Votre grâce, vous parlez d'environ 800 000 livres. Vous avez l'intention de laisser la majeure partie de la fortune de Westford au garçon? »« J'ai l'intention de la laisser à mon fils aîné, » corrigea froidement Charles. « Écrivez-le. » Hayes s'essuya le front avec un mouchoir en lin. « Oui, votre grâce. » Harley regarda l'encre séchée sur les documents, réalisant que Charles ne faisait pas que la sauver. Elle et Philippe. Il leur garantissait de ne plus jamais connaître la faim ou les difficultés. Cet après-midi-là, ils se rendirent à la petite chapelle en pierre du domaine. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, tandis que Madame Croft tenait un Philippe endormi, vêtu d'une robe de baptême antique trop grande, autrefois portée par le grand-père de Charles. Le vicaire local, le révérend Miller, se tenait à l'autel.
C'était un homme nerveux qui dépendait fortement du patronage du duc pour maintenir le toit de sa paroisse. Il tenait le livre de la prière commune avec des mains tremblantes. Charles et Harley se tenaient côte à côte. Charles portait un costume anthracite, sobre et formel. Harley portait une robe à col montant en laine ivoire. Elle n'avait ni bijoux, ni coiffure élaborée, juste la dignité silencieuse et terrifiante d'une femme qui avait traversé le feu et survécu. « Mais bien-aimé » commença le vicaire, sa voix résonnant sous le plafond voûté. Il se précipita à travers la liturgie, clairement désireux d'en finir avec cette tâche controversée. Quand vint le moment du nom, Madame Croft s'avança, transférant le nourrisson endormi dans les grands bras de Charles. Charles tenait le garçon avec aisance. Philippe remua, ouvrant un œil sombre pour regarder l'homme qui le tenait, avant de bâiller et de le refermer. Le révérend Miller trempa ses doigts dans l'eau bénite froide. Nommez cet enfant. Charles baissa les yeux sur le garçon. Puis il regarda Harley. Elle le regardait, les yeux brillants de larmes non versées, les mains jointes devant elle. « Philip Charles Pendleton », dit Charles. Sa voix ne résonna pas. Elle remplit la pièce, solide et inébranlable. Le vicaire hésita une fraction de seconde, ses yeux se posant sur Harley, puis revenant au duc. Il toucha le front du bébé avec ses doigts mouillés. « Philip Charles Pendleton, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » C'était fait. Aux yeux de Dieu, sinon du tout Londres, le garçon était un Pendleton. Cette nuit-là, le manoir était silencieux. Le vent s'était calmé, et le dégel continuait dehors, le son de l'eau qui goutte résonnant des gouttières. Harley était assise sur une chaise basse dans la nursery, allaitant Philippe. La pièce n'était éclairée que par les braises dans l'âtre. La porte grinça, et Charles entra. Il avait enlevé sa veste et sa cravate. Il s'approcha doucement et s'assit sur le rebord du siège de fenêtre bas, les regardant. L'intimité du moment était saisissante. 14 mois plus tôt, ils avaient partagé des baisers volés dans des jardins manucurés. Ils avaient parlé de poésie et de politique. Maintenant, ils partageaient la réalité lourde et silencieuse de la survie. Philippe finit de manger, sa tête basculant en arrière contre le bras de Harley, dans une torpeur lactée. Elle boutonna son corsage et le souleva doucement sur son épaule, lui tapotant le dos. « Il devient lourd », murmura Harley dans l'obscurité. « C'est un Pendleton maintenant », dit Charles doucement. « Nous sommes notoirement têtus et avons les os lourds. » Harley sourit. C'était une chose petite et fragile, mais c'était réel. Elle se dirigea vers le berceau et y déposa le bébé, tirant la douce couverture de laine sur sa poitrine. Elle resta là longtemps, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Charles s'approcha derrière elle. Il ne la serra pas. Il se tint assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de son corps. « Vous lui avez donné votre nom, dit-elle, la voix tremblant légèrement. « Il a toujours été le sien, répondit Charles. Il tendit la main et posa ses mains sur ses épaules. Harley se pencha en arrière contre lui, laissant sa tête reposer contre sa poitrine. Ses bras l'entourèrent à la taille, l'attirant contre lui. Ils restèrent dans la nursery sombre, écoutant la douce respiration de l'enfant qu'ils avaient arraché à la glace. « Nous ne sommes pas les mêmes personnes qu'avant, Charles, dit-elle. Je fais des cauchemars. Je me réveille en hurlant parce que je crois être de retour dans la ruelle. Je ne suis pas la fille que vous avez demandée en mariage. » Charles déposa un baiser sur le sommet de sa tête. Il respira l'odeur de ses cheveux. « Je sais, et je ne suis pas l'homme qui l'a demandé. » Cet homme était un imbécile naïf qui pensait que le monde était sûr. Il la retourna dans ses bras. Il la regarda dans ses yeux noisettes, dépouillés de tout l'artifice et de la fierté de leur vie antérieure. « On ne revient pas en arrière, Bee, » dit Charles, ses pouces traçant la ligne de sa mâchoire. « On construit à partir d'ici. » Il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser fougueux et désespéré d'un roman d'amour. C'était lent, c'était ancré, c'était une promesse signée dans le sang et l'encre, jurant que l'hiver était enfin terminé. Ils se marièrent un mardi. Il n'y eut pas d'invitation gravée. Il n'y eut pas de voiture doublée de soie encombrant l'allée. La cérémonie eut lieu dans la même chapelle humide où Philippe avait été baptisé. Monsieur Finch et Madame Croft furent les témoins. Charles ne lui donna pas le diamant qu'il avait acheté 14 mois plus tôt. Cette bague appartenait à un fantôme. Au lieu de cela, il avait envoyé un cavalier à York pour chercher une simple et lourde alliance en or massif. C'était une bague d'ouvrier, épaisse et sans fioriture. Quand Charles la glissa à son doigt,
Elle couvrit la cicatrice pâle et irrégulière qu'elle avait gagnée en repoussant un voleur dans une ruelle de Covent Garden. C'était un ajustement parfait. « Avec cette bague, je te prends pour épouse, » dit Charles. Sa voix était stable, l'ancrant au sol de pierre. « De mon corps, je t'honore, et de tous mes biens, je te dote. » Harley répéta ses vœux. Sa voix se brisa sur le dernier mot, mais elle ne pleura pas. Elle regarda la lourde alliance en or à sa main. Elle la sentait comme une armure. Le véritable test eut lieu 3 semaines plus tard. La boue de fin février avait commencé à durcir pour devenir la terre fraîche et praticable de mars. Harley était dans le salon du matin, cataloguant la bibliothèque négligée du domaine, lorsque le lourd heurtoir des portes d'entrée résonna dans le manoir. Elle se figea. Le registre dans sa main glissa, heurtant le bureau en chaîne avec un bruit sourd. Quelques instants plus tard, M. Finch apparut dans l'embrasure de la porte. Son visage était un masque de neutralité professionnelle, mais la raideur de ses épaules le trahissait. « Lord et Lady Wyndham sont dans le salon, votre grâce. » Ils demandent le duc. Wyndham. C'était un baron voisin, un homme de vieille fortune, aux idées politiques dépassées et avec une épouse vicieuse et moralisatrice. Ils étaient l'avant-garde de la société locale. « Où est Charles ?» demanda Harley, la gorge serrée. « Dans les écuries, votre grâce ?» J'ai envoyé un garçon le chercher. Harley baissa les yeux sur ses mains. Elle portait une simple robe de jour en laine mérinos bleu foncé. Elle était maintenant la duchesse de Westford. Elle pouvait se cacher à l'étage. Elle pouvait laisser Charles s'en occuper. C'était la solution de sécurité. Mais se cacher, c'est ce qu'elle avait fait à Londres. Se cacher, c'est ce que Harrington l'avait forcé à faire. « Ne le faites pas chercher, Finch, » dit Harley. Elle ferma le registre et se leva. Ses genoux semblaient être en eau, mais sa colonne vertébrale était d'acier. « Je les recevrai. » Finch cligna des yeux. Une lueur de profond respect traversa les yeux du vieux majordome. « Très bien, votre grâce. » Harley marcha le long du long couloir. À chaque pas, elle forçait sa respiration à ralentir. Elle poussa les doubles portes du salon. Lord Wyndham se tenait près de la cheminée, examinant une horloge en argent. Lady Wyndham était perchée sur le bord d'un canapé en velours, comme si le rembourrage pouvait lui transmettre la peste. Ils se tournèrent tous les deux à l'ouverture des portes. Quand ils virent Harley, l'air de la pièce s'évapora. La bouche de Lady Wyndham forma une ligne fine et exsangue. Elle ne se leva pas. Elle ne fit pas la révérence. « Bonjour », dit Harley doucement. Elle se dirigea vers le centre de la pièce, joignant ses mains devant elle. L'alliance en or capta la lumière du matin. « Le duc s'occupe du domaine. Puis-je vous être utile ?» Lord Wyndham s'éclaircit la gorge, son visage devenant d'un rouge profond et marbré. « Nous attendions Westford. C'est une question concernant le conseil des magistrats locaux. Mon mari s'occupe du conseil des magistrats le jeudi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, » répondit Harley. Son ton était poli, mais totalement dépourvu de chaleur. « Si vous souhaitez laisser un message, je veillerai à ce qu'il le reçoive. » Lady Wyndham parla enfin. Sa voix dégoulinait de venin aristocratique. « Nous ne laissons pas de message à des résidents non vérifiés. Dites au duc que nous reviendrons quand il tiendra une compagnie convenable. » Elle se leva, fermant son ombrelle avec un claquement sec. C'était une attaque directe et intentionnelle, le genre d'insulte qui détruisait les réputations dans les salons de toute l'Angleterre. Harley ne tressaillit pas. Elle regarda Lady Wyndham avec les yeux froids et morts qu'elle avait appris à utiliser sur les collecteurs de dettes dans les bas-fonds. « Vous êtes dans ma maison, Lady Wyndham. Vous vous adresserez à moi en tant que votre grâce, ou vous ne vous adresserez pas à moi du tout. » Lady Wyndham haleta, reculant comme si Harley l'avait giflé. Lord Wyndham bomba le torse. « Voyons, madame, vous n'avez aucun droit de parler à ma femme sur ce ton. Nous savons exactement qui vous êtes. Nous savons qui était votre défunt mari. Westford a perdu la tête, mais nous n'avons pas à nous soumettre à votre présence. Alors partez. » La voix venait de l'embrasure de la porte. Charles se tenait là. Il portait encore ses bottes d'équitation, éclaboussées de boue jusqu'aux genoux. Il tenait une cravache dans sa main droite. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air terrifiant de calme. Il entra dans la pièce, se dirigeant directement vers Harley. Il ne regarda pas les Wyndham. Il posa une main dans le creux du dos de Harley, un mur de soutien solide et inébranlable. « Charles, balbutia Lord Wyndham, nous étions juste en train de... »« J'ai entendu ce que vous étiez en train de faire, George, » l'interrompit Charles.
Il tourna enfin son regard vers le baron. « Finch !» Le majordome sortit de l'ombre du hall. « Oui, votre grâce. Envoyez un scribe à mes avocats à Londres. Faites-leur immédiatement rappeler l'hypothèque sur les fermes du sud de Lord Windham, la totalité, exigible d'ici la fin du trimestre. » Le visage de Lord Windham se vida de sa couleur. Il devint d'un gris cendré et maladif. « Charles, tu ne peux pas être sérieux. C'est 40 000 livres. Tu vas me ruiner. Je suis parfaitement sérieux, dit Charles doucement. Il tapota la cravache contre sa botte. J'ai prévenu le Parlement. J'ai prévenu les clubs. Il semble que le message n'ait pas atteint le Yorkshire. Laissez-moi être clair. Vous avez insulté ma femme dans ma propre maison. C'est la veuve d'un criminel, hurla Lady Windham, perdant toute prétention de décorum. C'est une tache sur la pairie. Les yeux de Charles se fixèrent sur la femme. Elle est la duchesse de Westford, et vous êtes une invitée qui a abusé de son séjour. Il regarda de nouveau Lord Windham. Vous avez 90 jours, George. Je vous suggère de commencer à liquider vos actifs. Charles, s'il te plaît, supplia Windham, sa fierté brisée. Ma femme a parlé sans réfléchir. Nous nous excusons. Nous ne voulions manquer de respect. Les excuses sont dues à ma femme, pas à moi. Windham se tourna vers Harley. Le lord arrogant et fanfaron avait disparu, remplacé par un homme terrifié et désespéré. Votre grâce, veuillez accepter mes plus profondes excuses. C'était un malentendu. Harley regarda l'homme. 1 an plus tôt, elle aurait ressenti de la pitié. Maintenant, elle ne ressentait rien. Elle savait exactement ce que ces gens lui auraient fait si elle avait frappé à leur porte dans la neige. Ils l'auraient laissé geler. « Finch, » dit Harley, sa voix faisant écho à l'autorité froide de Charles. « Montrez la sortie à Lord et Lady Windham. Ils ont une longue route devant eux. » Finch s'inclina profondément. « Par ici, monseigneur. » Les Windham s'enfuirent pratiquement de la pièce. Les lourdes portes d'entrée se refermèrent un instant plus tard. Charles laissa tomber la cravache sur une table d'appoint. Il se tourna vers Harley, cherchant sur son visage toute fissure, tout signe du traumatisme qui revenait. Harley leva les yeux vers lui. Elle laissa échapper une longue et lente respiration. La tension fondit de ses épaules. Un petit sourire sincère toucha les coins de sa bouche. « 40 000 livres ?» demanda-t-elle. C'était une insulte plutôt chère. « J'en aurais fait 80 s'il n'était pas parti quand il l'a fait », répondit Charles en la prenant dans ses bras. Il posa son menton sur le sommet de sa tête. « Tu les as parfaitement gérés. J'ai eu un excellent professeur, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Bien que je pense que tu viens de commencer une guerre. »« Qu'elle vienne, » dit Charles, ses bras se resserrant autour d'elle. « Nos murs sont épais. » Le printemps n'arriva pas avec un doux dégel. Il s'abattit sur le Yorkshire avec des pluies torrentielles violentes qui balayèrent les derniers vestiges de l'hiver mort, laissant derrière lui un vert vif et aveuglant. La guerre que Charles avait promise ne se matérialisa jamais vraiment. La ruine financière des Windham servit d'exécution publique brutale. La nouvelle se répandit dans les salons de Londres comme une traînée de poudre. Ne parlez pas de la duchesse, ne contrariez pas le duc. Le tout Londres était une créature de pragmatisme, pas de moralité. Ils réalisèrent rapidement que l'indignation morale coûtait cher lorsqu'elle était dirigée contre un homme qui possédait la moitié de leurs dettes. En mai, les invitations pour Londres commencèrent à arriver au manoir de Westford, soigneusement formulées, extraordinairement polies, adressées à leur grâce, le duc et la duchesse de Westford. Charles les jeta tout au feu. Ils n'allèrent pas à Londres. Londres n'avait pas d'importance. Tard un après-midi de juin, Harley traversait la pelouse sud. L'air était chaud, lourd de l'odeur de l'aubépine en fleurs et de la terre humide. Elle ne portait pas de chapeau, laissant le soleil frapper son visage. Les creux de ses joues avaient entièrement disparu. Elle avait l'air en bonne santé. Elle avait l'air vivante. Devant elle, près du bord du vaste lac, Charles était assis sur l'herbe. Son manteau était jeté de côté. Ses manches étaient retroussées. Assis dans l'herbe entre ses jambes étendues se trouvait Philippe. Le garçon avait maintenant près de 10 mois. C'était une force de la nature, robuste, exigeant et farouchement curieux. Il essayait actuellement de manger un pissenlit. « Non » dit Charles doucement, en retirant la mauvaise herbe jaune de la main potelée du garçon. « On ne mange pas le paysage, Philippe. » Philippe fronça les sourcils, ses sourcils sombres se rejoignant en une parfaite imitation du regard redoutable de Charles. Il laissa échapper un babillage fort et frustré, et frappa des mains contre le genou de Charles.
Charles rit, c'était un son profond, venant de la poitrine, qui surprenait encore Harley. Elle avait cru ne plus jamais entendre ce rire. Elle s'approcha doucement et se laissa tomber sur l'herbe à côté d'eux. La jupe de sa robe de mousseline s'étala autour d'elle. Philip abandonna immédiatement sa campagne contre le pissenlit et se jeta sur Harley, enfouissant son visage dans ses genoux avec un cri de joie. « Traître !» marmonna Charles en se penchant en arrière sur ses mains. Harley caressa les cheveux sombres du garçon, lui souriant. Il sait qui dirige vraiment ce domaine. Charles la regarda. Le soleil de l'après-midi capta l'alliance en or à son doigt. Il se souvint du fantôme brisé et gelé qu'il avait sorti du banc de neige. Il se souvint du sang sur ses jointures et de la terreur dans ses yeux. Cela semblait une éternité. « Il y a une malle dans le grenier », dit Charles doucement, regardant le vent rider la surface du lac. Harley leva les yeux. « Quelle sorte de malle ?»« En cèdre. Finch l'a emballé hier. » Charles bougea, arrachant un brin d'herbe, et le tordant entre ses doigts. Elle contient les lourdes couvertures de la cabane, la robe en ruine et le manteau bleu marine. Harley cessa de caresser les cheveux de Philippe. La mention du manteau portait encore un frisson fantôme. « J'ai dit à Finch de la fermer à clé », continua Charles en la regardant dans les yeux. « Je lui ai dit de la mettre dans le coin le plus reculé des combles. Je ne veux plus la voir. Je ne veux pas que tu la voies à nouveau. Essayes-tu d'effacer cela, Charles ?» demanda-t-elle doucement. « Non, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour survivre. Je n'oublierai jamais ce que cela t'a coûté. » Il tendit la main à travers l'herbe, couvrant sa main de sa paume chaude et calleuse. « Mais nous avons fini de survivre, Bee. Nous vivons maintenant. Nous n'avons plus besoin du manteau. » Harley baissa les yeux sur leurs mains jointes. Puis elle regarda Philip, qui avait réussi à voler le brin d'herbe des doigts de Charles, et l'examinait actuellement avec une concentration intense. Elle serra fermement la main de Charles. « Non, nous n'en avons plus besoin. » Elle se pencha et l'embrassa. Il n'y avait aucune désespérance, aucune peur du lendemain. C'était le baiser d'une femme qui avait traversé l'enfer, en était sortie, et avait bâti un royaume selon ses propres termes. Derrière eux, les murs de pierre massifs du manoir de Westford se dressaient, solides contre le ciel. Le gel avait disparu, les fondations tenaient. Le véritable amour ne se trouve pas dans une salle de bal bondée. Il se forge dans les pires moments de nos vies, lorsque les masques polis brûlent, et qu'il ne reste que la vérité. Charles et Harley ont appris que la survie est laide, mais que la vie que l'on construit après peut être indestructible. Ils n'avaient pas besoin de la permission de la société pour être une famille. Ils ont bâti leur propre royaume. Si cette histoire profondément humaine de sacrifice, de rédemption et de défi vous a touché en plein cœur, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les romances avec du caractère. On se retrouve dans la prochaine histoire.